bonsoir à tous, toutes et tous, maintenant il faut le dire comme ça. Je vous demanderais de bien vouloir mettre vos téléphones sur vibreur pour ne pas être dérangé ou de les éteindre, pour ne pas être dérangé pendant la conférence. À commencer par le mien. Voilà. Merci d'être là à l'occasion de cette nouvelle conférence du Cercle Fustel de Coulanges. Alors nous sommes très heureux d'accueillir Ghislain Benassar. Alors, Ghislain, c'est pas un secret, on se connaît. Oui. Je n'ai pas là par hasard, mais ça devient une habitude. Moi, je ne vois Ghislain que pour l'entendre parler. Je crois que la dernière fois qu'on s'est vu, Oui. Tu soutenais ta thèse. Oui, je pense, oui. Oui, exact. Et donc, tu as bien progressé depuis. Non, tu m'as aussi, écoute, tu m'avais invité à l'époque, je crois, à une autre manifestation, mais 2 fois, tu m'as appelé ou tu es venu pour m'entendre. Voilà, on va dire ça comme ça. Oui, c'est vrai. Maître, oui. Le vrai maître, en quelque sorte. Voilà, donc Ghislain est docteur en droit, il est avocat, chargé d'enseignement à l'université. Il est maintenant aussi essayiste, il a commis plusieurs essais aux éditions de l'Artilleur notamment, sur le référendum, sur l'état d'exception et sur l'état de droit, surtout le pseudo-état de droit. Alors, pseudo-état de droit, c'est-à-dire que l'état de droit c'est très bien, mais en fait personne ne sait ce qu'on met dedans. Voilà. Ghislain a brillamment montré que c'était une baudruche pleine d'air et avec rien de concret dedans, et qui était surtout utilisée de manière politique pour justifier la mise à l'écart des adversaires politiques, en les accusant de ne pas respecter l'état de droit. Voilà. Mais ce soir, c'est tout autre chose. Ghislain va nous parler de la construction européenne en revenant sur certaines des petites histoires de la grande histoire qui en disent beaucoup sur, finalement, qui sont les architectes de la construction européenne, qui sont ceux qui ont promu cette construction. Et ma foi, c'est peut-être comme dans toutes les familles. Dans toutes les familles, il paraît qu'il y a des secrets cachés. Des vieux cousins, des oncles, on n'aime pas trop en parler, eh bien, plus ou moins, eh bien, avec l'Europe, c'est plutôt plus que moins. Et eh bien, je ne vais pas être beaucoup plus long. Je vais laisser Ghislain nous parler de cette... Tu as un public enthousiaste. Non, mais c'est... Donc... Oui. Dont il paraît qu'ils sont souvent difficiles. Oui, oui. Surtout lorsque c'est un homme. Oui. Les voies naturelles sont encore totalement prévues, ça fait plus mal. Voilà. Donc, Ghislain va nous parler donc de cette construction européenne et de la manière dont elle a été guidée et organisée. Alors, et je vous rappelle que le Cercle Fustel de Coulanges, donc nous proposons des conférences autour de la pensée, l'histoire, la culture, la politique française, alsacienne et européenne en général, avec un rythme de conférences bimensuel, bimestriel. Bimestriel. C'est la fin de la semaine, je suis fatigué aussi. Voilà. La prochaine conférence aura lieu au début du mois de juin. On attend encore une confirmation pour vous dire ce qu'il en est de l'intervenant. Et puis on vous retrouvera ensuite l'an prochain pour un nouveau cycle. Des ouvrages de Ghislain sont disponibles à la vente auprès de l'accueil tout à l'heure. Voilà tout. J'ai beaucoup trop parlé. Ghislain, merci. À toi la parole. Merci Bertrand. Bien, écoutez, bonsoir à tous et à tous. Merci beaucoup Bertrand pour tes quelques mots. Et effectivement, je tiens à te remercier pour ton invitation. On ne s'est pas vu depuis... J'ai soutenu ma thèse il y a 12 ans, je crois. Ça me rajeunit pas. Ça me rappelle plutôt des bons souvenirs d'ailleurs à l'époque. Et je dis cela à la fois pour te remercier pour ton invitation et aussi parce que je ne me serais jamais imaginé il y a 12 ans écrire ce bouquin. Jamais. Je n'ai pas du tout imaginé ce genre de choses. Je ne m'étais pas imaginé écrire des livres, encore moins. Et je ne m'étais pas du tout imaginé un jour prendre de front, je crois que je le fais, enfin, j'essaye de le faire à mon maigre niveau, prendre de front l'Union européenne, la construction européenne et les secrets... J'assume totalement le principe des secrets d'État qui ont été cachés ou mis sous le boisseau depuis 75 ans. Alors évidemment,
il y a eu un premier bouquin, il y en a eu d'autres, il n'y en a pas légion en fait sur le sujet. Il y a énormément de bouquins sur l'Europe, cette passion bien française d'ailleurs, germanique aussi, pour d'autres raisons. Mais il y a énormément de bouquins très laudateurs qui vous font un portrait que les Français connaissent assez bien de ce saint Jean Monnet et de la merveilleuse construction européenne dont on a profité, dont on aurait profité jusqu'en 2026. Et en fait, des essais critiques, il n'y en a pas beaucoup, des vrais essais critiques qui ont fait un peu tâche. Je pense évidemment au bouquin de Philippe de Villiers, J'ai tiré sur le fil du mensonge il y a quelques années, qui était une arme atomique, il faut le dire. C'est un bouquin formidable, extrêmement sourcé sur la supercherie Jean Monnet et la supercherie Walter Hallstein, Robert Schuman et d'autres. Et en fait, j'avais lu ce bouquin avec beaucoup d'intérêt à l'époque. Je connaissais évidemment la légende Jean Monnet et un petit peu le reste. Et j'ai malheureusement un grand défaut, c'est que je suis alsacien. Ah oui, alors pourquoi je dis un défaut en étant alsacien? Pas du tout parce que j'ai quoi que ce soit contre l'Alsace, j'y suis né, je pense que j'y mourrai, je suis très attaché. Mais j'ai un grand défaut parce qu'en étant en Alsace, je suis allé à la fac de droit de Strasbourg. C'est-à-dire une université, une faculté de droit qui se trouve à quelques mètres ou quelques centaines de mètres du Conseil de l'Europe, de la Cour européenne des droits de l'homme, du Parlement européen, d'accord? Ce qui signifie que quand vous êtes à la fac de droit, vous apprenez la sainte légende Jean Monnet. C'est logique, ça fait partie du PAC, c'est comme ça. Ça fait qu'en fait, je ne suis pas le seul, mais on est très nombreux à avoir appris tout un ensemble de choses sur... Vous savez, je ne fais jamais de cours de droit, déjà parce que je n'aurai pas de lecteur, et parce qu'en plus, ça ennuie absolument tout le monde, donc je ne vais pas faire ça. Et parce qu'en fait, on en apprend des généralités qui fait qu'on est persuadé, l'étudiant moyen vient à la fac et est persuadé que, au fond, tout est très normal. Vous voyez qu'il y a un jour... c'est une caricature, mais un jour Jean Monnet est arrivé, qu'on a créé l'Europe, que l'Europe a créé un droit, d'accord, le droit européen, qu'on a eu des juges européens, qu'il a fallu mettre en place l'arsenal et que le fédéralisme européen est une espèce de logique parfaitement acceptable et on l'apprend chaque année, en première année, en deuxième année, en troisième année. Vous allez en droit, vous allez à Sciences Po, vous allez en histoire, vous allez en géographie, vous allez en sciences sociales, c'est une banalité. Et je dis à Strasbourg encore plus parce qu'on est à 2 pas du Conseil de l'Europe. Donc si vous êtes un poil eurosceptique, vous êtes, par une opération de réduction comme on le fait aujourd'hui, vous êtes le fils caché du pire, d'accord, ou c'est le retour des années 30. Donc évidemment, vous apprenez tout ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que, comme tout le monde, j'ai appris mes leçons, et j'ai tellement appris mes leçons, c'est pas pour revenir sur mes années de jeunesse ou estudiantine que Bertrand a couronné à la fin, c'est parce que j'ai été, il y a bien longtemps, j'ai eu un prix en droit européen, et aujourd'hui, je vous avoue, j'ai ce souvenir-là d'avoir pu avoir un prix dans une matière que je passe mon temps aujourd'hui à dézinguer bouquin après bouquin. À l'époque, je ne m'en rendais pas compte, mais c'était peut-être mon destin. Mais j'ai quand même appris comme il se doit l'arcane, l'arsenal, la construction pour maintenant en venir à la contester. Je vous avoue que le pied de nez, j'y réfléchissais pas. C'est sur un plateau de télé récemment où je sortais du plateau, je me dis, mon Dieu, j'ai passé une demi-heure à dézinguer la structure que j'avais appris en détail 15 ans auparavant. Bref. Pourquoi je dis ça? C'est parce que malgré tout, une grande partie des déboires que nous avons aujourd'hui, je pense, j'ai tendance à croire, pas une partie, mais tous les déboires que la France connaît, à mon avis, sont liés de près ou de loin à l'Europe, toujours. Alors, c'est le cas prenez l'immigration, prenez l'agriculture, prenez l'environnement, prenez le mode de vie, prenez la question du genre, comme on dit aujourd'hui, la question de la fin de vie, la loi sur la fin de vie, de l'euthanasie, etc. Toutes ces questions sont encadrées à un moment ou un autre par le droit européen, tout le temps. Dans mon précédent bouquin que j'avais écrit avec Guillaume Bigot, j'avais pris 2 exemples, c'était les retraites et l'immigration. La question des retraites, la réforme des retraites en France était très largement issue d'une fabrique européenne et personne ne le disait. Donc en fait, on a saisi les juges, il y a eu le Conseil constitutionnel, il y a tout un ensemble de choses. Et presque personne ne disait que cette réforme, elle est faite comme ça parce que l'Europe nous le demande. C'est tout. Et que quand les juges français prennent position, c'est parce que l'Europe le veut. Donc c'est l'éléphant au milieu du corridor à chaque fois, mais en fait on s'amuse à tourner autour. Alors, certains politiques le font, naturellement, d'autres le cachent un peu, d'autres encore, comme Nathalie Loiseau évidemment, je vois qu'elle a écrit un bouquin sur l'Europe qui est publié aujourd'hui même. Je pense que Nathalie Loiseau n'a pas tout à fait la même optique que moi, j'en ai pas beaucoup de doutes, mais évidemment, eux disent c'est pas vrai, c'est un truc de complotiste,
Parce que l'Europe, c'est la paix, la sécurité, la civilisation, la prospérité, d'accord? Et tout le reste, laissez tomber. Bon. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais quand on voit aujourd'hui que l'Europe, c'est la guerre, c'est plus de prospérité, on va tous mourir, on est de plus en plus pauvres, la décadence, le truc, enfin bref, on pourrait aller très loin, la misère de la classe moyenne, je pense que l'Europe n'est pas effectivement la terre promise, mais bon, passons. Alors si je dis ça, c'est parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, surtout quand maintenant j'en viens à parler de ce livre depuis 2 mois, en gros, il est sorti fin janvier, c'est que je n'avais pas du tout prévu de se faire ce livre. Pas du tout. Ce n'était pas mon optique. J'avais dit à mon éditeur, on va poursuivre sur l'Europe, il y a des choses cachées à trouver, on va farfouiller un peu. Mon éditeur, devenu un ami entre-temps, me dit, Guylain, tu as carte blanche, fais-toi plaisir, vois un peu ce que tu as entre les mains. Et j'ai commencé à farfouiller. Alors j'ai farfouillé un peu, beaucoup, passionnément. Et je me rappelle de ce moment-là qui m'est resté en tête. Je tombe sur le créateur de la Cour de justice des communautés européennes. En gros, le patron historique des juges européens. Et je tombe sur lui par hasard, à l'occasion d'un colloque au Conseil d'État qui a eu lieu en 2022. Vous voyez alors, en 2022, on a enfin commencé à plancher sur celui qui est le créateur de la Cour de justice des années 50. Hein. Quand on met 75 ans à s'intéresser à un fondateur, c'est qu'en général, il y a un truc à farfouiller et à trouver. Et je tombe sur ce nom qui est Maurice Lagrange. Je reste un peu sidéré, je me dis, tiens, j'ai jamais entendu parler de cet homme qui a donné naissance au statut de la Cour de justice, alors même qu'en droit, et parmi les politiques, la Cour de justice, aujourd'hui, il faut être clair, on ne peut rien faire sans son aval, presque rien, d'accord? Pour des raisons politico-juridiques. En gros, dès qu'une question parvient sur la table de la Commission européenne, l'organe qui sanctionne la compatibilité de la France avec l'Europe, en gros, à un moment ou à un autre, c'est la Cour de justice. C'est les juges européens. D'accord? On va dire, je vais très vite, mais les petits tribunaux, ou le Conseil d'État, ou la Cour de cassation, ou le gouvernement évidemment lui-même, ou d'autres, seront obligés à un moment ou à un autre de se demander quelle est la position de la Cour de justice, d'autant plus qu'on peut être sanctionné par des amendes. C'est pas rien quand même. Hein, ça veut dire qu'il y a quelques juges à Luxembourg qui décident directement ou indirectement de la politique française. Et on vit comme ça depuis 70 ans, et moi j'ai appris à la fac que c'était normal. Mais c'est comme ça que petit à petit, les cerveaux sont atrophiés, sont modifiés, que les étudiants on enseigne auprès des étudiants, que la légende commence, etc. Vous savez, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Pour l'instant, l'Europe a quand même réussi une sacrée avancée depuis 70 ans. Donc je tombe sur ce Maurice Lagrange, je regarde les actes du colloque, je commence à les lire, et je tombe sur une petite phrase qui m'alerte. C'est les conclusions du colloque. Vous savez, un superbe, d'ailleurs, très bel article, grand professeur de droit, que je n'ai pas eu en cours, mais que j'ai lu durant mes études, et qui finit par cette petite phrase qui dit « C'est intéressant cette journée d'études, mais il ne faudrait pas que les recherches qui ont donné lieu à cette journée tombent entre les mains d'un obscur populiste. Ça pourrait donner une mauvaise image de l'Europe. » Naturellement, vu que maintenant j'ai bien compris que je faisais partie du camp des populistes, ce dont je me fiche éperdument, naturellement, ou plutôt ça me rassure, parce que je pense que De Gaulle l'aurait été farouchement aujourd'hui, je commence à regarder effectivement ce Maurice Lagrange. Donc je lis le colloque, je continue, je poursuis, etc. Et en fait, je me rends compte que j'ai une généalogie qui commence à se mettre en place des premiers créateurs du droit européen, au sens vraiment général du terme. Donc, je jette un œil à ce Maurice Lagrange et je tombe sur, je vous le donne en 1000, j'en croyais pas mes oreilles, j'en croyais pas mes yeux, sur l'élément, alors maintenant, si vous allez faire quelques recherches vous-même, vous tomberez là-dessus. Mais il faut déjà faut faire un peu de l'effort, quoi. Ça ne tombe pas sous le sens. Donc Maurice Lagrange, juriste au Conseil d'État, le prototype du haut fonctionnaire français, vous savez, très ennuyeux mais très brillant, qui, dans les années 30, donc, fait ses gammes au Conseil d'État, un type très intelligent, etc. Il fait ses gammes, jusqu'à ce que, évidemment, 1940 surgisse. Alors, évidemment, l'étrange défaite, Marc Bloch, les nazis débarquent, etc. Bon, je ne refais pas l'histoire. Et Maurice Lagrange, bon, ça arrivé à beaucoup de gens, il ne résiste pas. Là encore, on ne peut pas lui faire le procès de ne pas résister, il serait loin d'être seul. La France n'a pas été franchement héroïque tous les jours, tout le monde n'est pas le général de Gaulle. Sauf que le problème, c'est que Maurice Lagrange, il se réjouit de la victoire de Vichy.
D'accord, c'est formidable. Vive Pétain, d'accord, on retrouve des écrits extrêmement clairs, l'enthousiasme le saisit, le transporte, et il est missionné par Vichy pour reprendre le statut de la fonction publique, d'accord, donc ça devient le juriste en chef, si je puis dire, d'une partie de l'administration vichiste, et il se retrouve littéralement maître d'œuvre du statut des Juifs voulu par Pétain et les autres. On peut penser qu'il hésite un peu, pas du tout, absolument pas de problème. Donc il met en route la machine, il fait la chose, et on retrouve d'ailleurs des articles d'époque où il y avait une petite réunion à l'hôtel thermal de Vichy, où ce brave Maurice Lagrange, avec ses acolytes, planche sur la question, et encore une fois, en farfouillant un peu, je tombe sur cette phrase de Maurice Lagrange qui se réjouit du statut des Juifs, mais qui dit « ça ne va pas assez loin, il ne faut plus qu'il y ait le moindre Juif nulle part, y compris qu'on purge la moindre petite secrétaire de préfecture quelque part dans le sud de la France. » Ça veut dire qu'il faut y aller franchement. C'est pas, vous voyez, c'est pas un homme par hasard, c'est pas un homme qui a surgi par hasard, qu'on a trouvé par accident. C'est lui, le metteur en scène, si je puis dire, du statut des Juifs vichiste. Bon, il fait ses gammes, évidemment, il montre patte blanche, et il joue un rôle jusqu'en 41-42, et puis il sera remplacé pour tout un tas de raisons que je raconte dans le bouquin. Et là où ça commence à devenir intéressant, c'est le démarrage de mon bouquin. C'est comme ça que j'ai commencé à bosser. Je tombe sur Lagrange, d'accord ? Je lis un peu, je trouve des actes de colloque, je trouve quelques petites choses, je creuse un peu, je tombe sur d'autres articles, quelques articles de journaux d'époque, et je me dis, mon Dieu, mais qu'est-ce que ce type a fabriqué pour se retrouver fondateur de la Cour de justice? C'est quand même curieux. Donc je me rappelle encore de ce jour-là, je me dis, reprenons à zéro cette histoire, allons sur le site de la Cour de justice, le site internet. Il y a le trombinoscope de tous. Le dernier juge français, comme le premier. Il y a Maurice Lagrange, haut fonctionnaire français, etc., grand fondateur, enfin bref, la légende, et il y a un trou dans le CV, 40-45. Donc il était magistrat en 39, magistrat en 46, voilà. Qu'a fait ce brave homme entre 40 et 45 ? La légende est passée, le train a fonctionné, résultat des courses, on n'en a jamais entendu, ou presque jamais entendu parler. Et là, je commence à me dire, bon, là, il y a quelque chose. Là. Oui, là, il y a un truc. Ça commence à me travailler un peu. Attendez, il y en a un. D'où vient-il ? Je le sais un peu maintenant. Où est-ce qu'il a fini ? Il faut voir. Dans quelles conditions ? Encore mieux. Et là, je tombe. Je vous raconte, c'est ça qui moi, m'a donné envie de faire ce bouquin, d'accord ? C'est cette conjonction d'éléments, parce que le deuxième élément, c'est la lecture des mémoires de Jean Monnet. Je savais par Philippe de Villiers, notamment, pas que, Antonin Cohen et d'autres, je savais que le mémoire de Jean Monnet avait été largement rédigé par les Américains via la CIA, la Fondation Ford et d'autres, qui ont financé la rédaction des mémoires de Jean Monnet. Qui d'ailleurs, soit dit en passant, je ne sais plus si de Villiers en parle, mais paraît-il que quand il avait passé la cinquantaine, il détestait travailler. Hein. C'est ennuyeux de travailler. Donc, vu qu'il n'aimait pas travailler, il déléguait le travail à d'autres. Ce qui fait que les mémoires de Monnet, il y a peut-être des notes de Monnet, mais ce n'est pas lui qui les a rédigées du tout. Et il y a un petit passage dans les mémoires de Jean Monnet où il parle de Maurice Lagrange, noyé dans les 500 pages, ou je ne sais plus combien, des mémoires de Jean Monnet. Et dans ce passage, il fait un tableau de Jean Monnet mémorable. Il dit qu'il fait partie, je cite presque de tête, hein, je ne sais plus quel est le terme exact, il dit qu'il fait partie, je vous remercie, de la race des grands magistrats de France, qu'on lui doit énormément, que sans lui, il n'aurait pas pu y arriver, etc., et qu'en gros, on lui doit une dette, et que Jean Monnet lui doit une dette qu'il ne pourra jamais payer, en quelque sorte. Alors là, je me dis, Lagrange, rédacteur du Statut des Juifs, célébré par Jean Monnet, qui a fini dans son bureau un soir d'automne en 1950, pour rédiger quelque chose qui va s'appeler le droit européen, et la Cour de justice, en somme. Là, je me dis, là, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je veux bien la légende, je veux bien qu'on nous mente, ça arrive souvent. J'ai compris beaucoup de choses, comme beaucoup de gens avec le Covid, notamment, mais pas que, d'accord ? Donc on a le droit de faire marcher un peu le cerveau. Et là, on se dit, ça se touche, là, il y a un problème. Vous voyez, les fils se touchent, comme on dit en français un peu grossier ou un peu bas de plafond. Les fils se touchent, on va continuer. Donc je poursuis. J'ai ce Lagrange, je continue et je me dis, mais quel est le rôle de Lagrange ?
il est célébré par Jean Monnet, d'accord. Mais est-ce qu'il a vraiment joué un rôle tel? Et là, j'ai commencé à lire du Maurice Lagrange. Qu'est-ce que ce brave homme a pu dire? Et ce brave homme, dès les premiers moments, je vous assure, ça c'est les premiers jours de la construction européenne. On n'est pas en 1990, hein, c'est pas Maastricht, c'est pas Lisbonne, c'est pas l'État fédéral d'après, c'est les premiers jours. C'est le début, c'est l'ADN, d'accord? J'ai tendance à croire que lorsque le ver est dans le fruit, il n'y a plus rien à sauver, personnellement. Je peux me tromper, mais vous savez, c'est comme les couples qui tiennent alors qu'ils savent depuis le premier jour que personne ne s'aime. J'ai du mal à le croire, ça peut tenir, mais peut-être pas très longtemps. Premier jour, dans le bureau de Jean Monnet lui dit « J'ai une feuille de route, j'ai besoin de toi, il va falloir que tu crées la Cour de justice, en gros. » Et il va écrire. Maurice Lagrange écrit beaucoup, d'accord? Donc il va rédiger les statuts de la Cour, et il va d'emblée, dans les premières semaines, premiers mois, écrire ce qu'il croit et ce qu'il pense être de l'Europe à venir. C'est quoi la construction européenne? Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que Jean Monnet n'y comprend rien. Jean Monnet n'y comprend rien. Monnet, il a une idée, c'est la supranationalité. Monnet, il a une idée, c'est que les nations, c'est pas bien. Monnet, il a une idée, c'est que vive les États-Unis et à mort la France, d'accord? En gros, lui, l'objectif, c'est qu'on soit vassalisé à Washington. Et puis ça, c'est son grand rêve, hein, personnel, politique, etc. Mais il n'a aucune idée des moyens à mettre en œuvre. Il n'en sait rien. Il ne comprend pas. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas juriste. Et il a compris que pour faire du droit, il faut se méfier. Que quand on fait du droit, on a la maîtrise. On a la grammaire des sachants. On sait ce que rares savent faire. Dans la vie de tous les jours, je ne sais pas si j'ai beaucoup de juristes face à moi, quand vous lisez un contrat, c'est kafkaïen. C'est-à-dire qu'on a compris que dans l'alinéa 3 de l'article 2 du code numéro 3 bis qui fait référence au premier, qui fait référence lui-même au traité, d'accord, personne n'y comprend rien. Donc Jean Monnet sait que là, il y a quelque chose à faire, mais il ne sait pas trop quoi. Et il dit à Lagrange, j'y comprends rien, tu vas le faire. Parce qu'il a peur des juristes, Jean Monnet. Et là où c'est intéressant, c'est que Lagrange, premiers écrits d'emblée, il dit tout du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Absolument tout. Il dit que le droit européen sera un droit supranational. Bon, ça, à la limite, Jean Monnet était d'accord. Deuxièmement, qu'il faudra que le droit européen prime le droit français. Donc ça veut dire que l'Europe doit absolument être supérieure au droit français, qu'il n'y aura jamais de conciliation possible. C'est l'Europe ou la France ou l'Europe, pas les deux. Et troisièmement, que le modèle du premier jour, c'est l'État fédéral. L'État fédéral, pas un petit peu, on verra, on travaillera. Non. C'est un État fédéral avec une constitution européenne et avec une Cour suprême. Ça veut dire qu'il faut, si je relis le tout, c'est très simple, ça veut dire que pour Jean Monnet, il fallait une commission, la haute autorité à l'époque. Jean Monnet voulait une commission avec des technocrates non élus qui ne sont responsables devant personne. Sans vouloir beaucoup extrapoler, ça s'appelle Ursula von der Leyen, hein, d'accord ? C'est la Commission européenne, en gros. Elle va un peu changer de forme, de nom, peu importe. Donc, il nous faut une Commission européenne, Jean Monnet, avec d'autres que je raconte dans le bouquin, peu importe. Il ne faut pas de Parlement, parce que Jean Monnet dit surtout pas de parlementaire, parce qu'un Parlement veut dire démocratie. Il ne faut pas une démocratie, donc il ne faut pas de Parlement. Donc, il y aura des arrangements pour qu'il y ait un Parlement, je raconte aussi ça dans le bouquin, mais pour que le Parlement ne serve, en gros, à pas grand-chose. Aujourd'hui encore, le Parlement européen n'a pas l'initiative législative, d'accord ? Le Parlement vient après. Les agriculteurs en savent quelque chose, puisque le traité sur le Mercosur est en train de passer, a priori. Le Parlement a saisi la Cour de justice, mais si la Cour valide le traité sur le Mercosur, c'est terminé. Donc, vous voyez la façon dont ça se fabrique. Mais là où le vrai pouvoir se trouve, c'est pas là. Ça, c'est de l'artifice. Pour que la Commission avance et que le Parlement ne fasse rien, entre guillemets, il faut du droit. Parce que sinon, il n'y a rien. L'Europe n'a pas de légitimité, elle n'a pas de peuple, elle n'a pas de langue, elle n'a rien. L'Europe, c'est artificiel. Donc, il faut le justifier par du droit. Qui maîtrise le droit, maîtrise le pouvoir. Ce qui veut dire qu'il faut inventer ce droit-là. Et là, vous avez Maurice Lagrange qui commence son œuvre dans les années, on est au tout début, 1950, 1951, 1952, 1953. Voilà comment ça commence, avec une feuille de route claire, État fédéral, Constitution, Cour suprême, avec la disparition des nations, la fin des souverainetés populaires, évidemment la fin du référendum. Hein. Toutes ces notions-là, ultra, on dirait aujourd'hui populistes, sont la
la sainte angoisse des européistes d'époque. Ça commence comme ça. Je vous assure que, même si je m'en doutais, c'est-à-dire je tombe des nues non plus quand je lis ça, je me dis quand même, mon Dieu, j'aurais aimé que quelqu'un un jour me dise que le premier jour, heure 1, dans le bureau de Jean Monnet, ce soit ça l'objectif. Sans autre forme de, si vous voulez, d'aventure alternative. Et là, ce que j'ai fait, c'est très simple, j'ai juste continué. J'ai tiré le fil. J'ai fait comme De Villiers. J'ai rien fait de plus. Je me dis, bon, il y a Lagrange, mais Lagrange, il a eu un rôle fondamental. Maintenant, quel est son rôle concret? Parce que là, je vous parle d'un rôle de conseiller, de rédacteur, si je puis dire, d'architecte. Bah, très simple. Lagrange, après avoir donné un coup de main à Monnet, à votre avis, où est-ce qu'il va terminer? Une fois avoir rédigé les statuts de la Cour de justice, il devient membre de la Cour de justice. Donc il devient l'un des premiers membres, tout premier membre de la Cour de justice lorsqu'elle sort de terre dans les années 50 après le traité de Rome. Bref. Et là, je me dis, bon, à la limite, on a Lagrange. C'est pas terrible, Lagrange. Vichiste, passé chez Jean Monnet, favorable à l'État fédéral, qui ne cache pas beaucoup son agenda idéologique lorsqu'on le lit. D'accord, parce que, vous savez, on vous dit toujours, c'est pas vrai, c'est très neutre, la justice, les magistrats. Oui, bah bon, quand on lit les entretiens d'époque, pas officiels, mais les entretiens que vous arrivez à dégoter, je vous assure que dans le secret des cabinets, ça se lâche, d'accord, ils sont bien moins neutres et objectifs qu'ils ne le prétendent. Donc je poursuis, je regarde Lagrange, il est à la Cour de justice, et je me dis, tiens, il est accompagné de quelques juges qui représentent les États fondateurs, vous voyez, qui sont les premiers juges de la Cour de justice. Je vous assure, à ce moment-là, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire comme livre. Je me disais, bon, ben, on farfouille, on lit. Après tout, heureusement, je travaille. Si je ne faisais que me répéter bouquin après bouquin, j'arrêterais tout. Et je me dis, mais c'est marrant, je ne connais pas du tout ces juges, et je vais sur le site de la Cour de justice. Je fais la même chose. Et je m'aperçois là encore qu'il y a des CV à trous, qu'il y a des gens que je ne connaissais pas, qu'entre 39 et 45, on ne sait rien. Donc, il faut continuer à creuser un peu. Et là, vous vous apercevez, petit à petit, que sur les 9 juges de la Cour de justice, les premiers, donc, qui sont considérés encore aujourd'hui par les milieux autorisés et par les cercles qui savent, on va dire, qui sont considérés comme les pères fondateurs du droit européen. Donc vous avez Lagrange, Maurice Lagrange, vous avez Karl Römer, je raconte aussi son CV dans le bouquin, qui était un juriste qui a prétendu qu'il avait passé par hasard 15 jours à Paris pendant la Seconde Guerre mondiale. 15 jours par hasard, c'est l'accident, quoi. Il a vu de la lumière, il est rentré, quoi. C'est sa ligne de défense officielle. Et puis tout d'un coup, vous découvrez qu'il a passé 4 ans à Paris. Et que sur ces 4 années, il a été administrateur des entreprises françaises au service du Reich. Et il l'a fait, pourquoi? Pas seulement pour le Reich, parce qu'il y a gagné beaucoup d'argent. Et qu'il se payait sur la bête. Et que c'est lui qui a été l'un des autres membres de cette première Cour de justice. Donc j'ai commencé à tirer le fil. Et un, puis il y a le deuxième. Et il y en a 4 sur 9 qui posent problème. 4. C'est pas mal, c'est la moitié en gros. J'arrondis. On me dira que c'est 4,5, mais enfin, difficile de les couper en 2. Et tout ce que j'ai tenté de faire, c'est ça, c'est tout. Donc j'ai pris Lagrange, puis Karl Römer, puis un autre, j'ai un Italien dans le lot qui est un fasciste proche de Mussolini, etc., etc. Et je continue. Et là, je me dis, c'est bien, mais c'est historique tout ça. J'adore l'histoire, personnellement. C'est peut-être ce que je préfère dans la vie, en dehors d'autres choses parallèles, je veux dire. Mais fondamentalement, je suis passionné, je ne suis pas historien de formation, évidemment. Mais je continue. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est, attendez, on est dans les années 50. Tout est dit, tout est là. Mais ensuite, il faut trouver qui a poursuivi. Parce qu'au fond, le problème n'est pas tant qu'il y ait crime, pas mal de gens le savent, mais il faut savoir qui a tiré avec le pistolet sur la France. Parce que Lagrange et Jean Monnet n'ont pas fait tout ça tout seuls. Il leur faut une armée, il faut des gens, il faut des relais, il faut savoir, il faut continuer. Vous voyez, c'est une œuvre collective, c'est une œuvre transgénérationnelle, c'est une œuvre qui commence en 50 et qui se poursuit aujourd'hui. C'est une œuvre qui fait qu'aujourd'hui, quand vous lisez les mémoires de Jean Monnet, le préfacier des mémoires, de la dernière édition, c'est Emmanuel Macron. Et que le second préfacier la dernière édition de Jean Monnet, c'est qui? C'est Ursula von der Leyen. Et là, je me dis, attendez, faisons le lien. Jean Monnet, Emmanuel Macron, Ursula von der Leyen. Très bien. Tout ça est noté et indiqué. J'ai l'histoire, il faut continuer. Et donc, je continue. C'est tout ce que je fais, je continue.
vous donne quelques exemples et je vous laisserai pour ceux évidemment qui veulent se lancer dans la lecture intégrale ou l'ont déjà peut-être feuilleté ou parcouru. J'en perçois ensuite, et c'est ça qui m'a glacé le sang le plus, je vous cache pas, c'est qu'à la limite, Jean Monnet, on savait un peu. Grâce à Philippe de Villiers, on savait beaucoup. Mais c'est un peu su, ça gêne beaucoup, mais quand même, ça commence à se savoir. Vous voyez, c'est trop gros. C'est trop gros. Je veux dire, oui, c'était un agent américain. On ne peut pas l'appeler autrement. Je veux dire, alors peut-être qu'il n'y a pas la détermination et la preuve qu'il était financé par la CIA, mais je veux dire, son comité d'action pour les États-Unis d'Europe était financé à un moment à hauteur de 2 millions de dollars. Alors certains disent, oui, mais à l'époque, le dollar valait différemment, c'était plutôt 200. Mais à dollar constant, vous voyez, c'est 2 millions de dollars. Aujourd'hui, quand une association touche 5 000 €, elle doit en justifier auprès de qui que ce soit. À l'époque, vous avez un comité d'action qui reçoit de la main de la Fondation Ford 2 millions de dollars. 200 000 $ à l'époque, 2 millions aujourd'hui. Si on remet à la valeur du dollar aujourd'hui. Vous voyez, donc à la limite, ça, vous dites, bon, ceux qui n'ont pas envie de le remarquer, pas envie de le savoir, alors que c'est sorti, c'est que, définitivement, ils ont décidé de ne pas voir. Vous savez, la phrase de Peggy, voir le réel, le plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Donc, ils ont décidé de ne pas voir ce que l'on voit. Et moi, j'ai fait le travail parallèle, je suis allé voir les juristes, les hommes de l'ombre, les hommes de cabinet, les technocrates. D'accord ? Partir sur la trace des technocrates. Et là, vous vous rendez compte, et honnêtement, ça relève du délire. Je ne plaisante pas, je suis rentré dans ce bouquin. Je ne vais pas vous la faire à vous, hein. Je n'étais pas un saint adorateur de l'Union européenne. D'accord ? Malheureusement, je crois de longue date que c'est soit la France, soit l'Europe, soit les deux. Soit les deux, et dans ce cas-là, on est atteint de schizophrénie maladive. Je ne pense pas qu'on puisse faire l'économie de ce choix. Vous savez, comme il est écrit dans la Bible, on ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Je pense qu'on en sert un, mais pas les deux, parce que les deux seront, au bout du compte, mécontents. D'accord ? Donc de toute façon, il n'y a pas le choix. Mais donc, je commence à farfouiller dans les petits noms. Ce pas des gens très connus, ces héros-là. C'est des contre-héros, c'est des petits hommes gris, des juristes. Hein. On est rarement flamboyants quand on fait du droit. Ça marche avec le métier. Sauf qu'on est avocat parfois, mais souvent le droit est une arme de destruction massive invisible. Donc on ne sait pas, c'est trop compliqué, c'est de la norme. La norme, c'est chiant, excusez-moi du terme. Personne ne lit un arrêt de la Cour de cassation en entier. Même mes confrères les lisent de moins en moins. D'accord ? Les jeunes avocats, mon Dieu, d'accord ? Une décision de 20 pages, qui la termine encore ? Vous voyez, le diable se loge dans la perplexité, la complexité, l'agencement volontairement complexe de règles qu'on ne lit pas. Et je m'aperçois que tous les enfants de Lagrange, tous les enfants de Monnet, et ils sont nombreux, c'est ceux que je raconte dans mon bouquin, ils savent ce qu'ils font, tout le temps. C'est jamais du hasard, c'est jamais de l'accident, c'est jamais on verra. Non, on verra rien du tout. L'agenda est clair, il est dans leur esprit, et alors ils vont le mettre en jeu. Ils vont le mettre en jeu où ? Pour certains, je vous donne un exemple, Michel Godet, ça va être le patron juridique de la Commission européenne dans les années 60. Un Français, d'accord ? Son ennemi juré, le général de Gaulle. En gros, pour lui, de Gaulle, c'est le diable. Alors, contrairement à Jean Monnet, il ne demandera à personne de faire tuer le général de Gaulle. Hein. Vous savez, Jean Monnet a quand même demandé littéralement à Roosevelt de détruire le général de Gaulle. Michel Godet, il est beaucoup plus fin. Les juristes sont fins, c'est des gens complexes. Vous voyez, c'est des gens qui se logent dans l'alinéa. Donc, il n'est pas comme ça. Michel Godet, c'est un homme qui se cache. Donc, je suis allé voir sur les archives Jean Monnet de Lausanne, d'accord, et vous trouvez des entretiens de Michel Godet d'époque. Et là, il se cache beaucoup moins. Alors évidemment, il ne dit quand même pas à mort le général de Gaulle. Évidemment, il n'est pas fou. Mais il dira, par exemple, que lorsque de Gaulle dira « mais je suis, moi, président français, je décide pour la France plutôt que la Commission européenne », il dira froidement, comme ça, et en petit comité, il dira « mais quelle légitimité a un président élu ?» Pas mal. Quelle légitimité a un président élu ? Ça veut dire que pour lui, la commission vaut plus que l'élection du président au suffrage universel direct. Tranquillement, froidement, vous voyez, pas de problème. Patron juridique de la commission. Or, pour qui travaille-t-il Michel Godet à l'époque ? Je dis bien, il est le patron juridique de la Commission européenne. À l'époque, le patron de la commission, c'est Walter Hallstein. Walter Hallstein, militant nazi durant la Seconde Guerre mondiale, membre de 9 associations nationales socialistes, hein, pas 2, comme on lit, 9. Et sur les 9, il y en a 7 où c'était une adhésion volontaire. Hein. Parce que les historiens disent, non mais c'est pas sa faute, il a vu la lumière, tout le monde a fait comme lui. Non.
Il y en avait 2 ou 3 qui étaient obligatoires, les autres, il a choisi d'y adhérer. Il n'est pas nazi par accident, d'accord? Si tant est qu'on puisse l'être. Donc, ce brave Walter Hallstein, c'est le président de la commission. Encore une fois, son lieutenant, c'est Michel Godet. Qu'est-ce que dit Walter Hallstein dès les années 60, patron de la commission? Il dit, il nous faudra une constitution européenne, un État fédéral, d'accord, et une primauté européenne. Nous sommes dans les années 60. Tout est dit tranquillement, dans des petites commissions, dans des petits bureaux, d'accord? Et le problème de tout ça, c'est que petit à petit, ce cercle concentrique gros, au travers de tout un réseau, je vous donne un exemple, c'est le mouvement européen dans lequel on retrouve Jean Monnet, puis Paul-Henri Spaak, puis Walter Hallstein, puis Valéry Giscard d'Estaing. Vous voyez? C'est tout le petit monde, il est là, le petit monde. Autre exemple, le comité d'action des États-Unis d'Europe, j'en parlais tout à l'heure, financé par l'agence Ford, la fondation Ford. Qui est le patron de l'un des conseils du comité d'action des États-Unis d'Europe, Jean Monnet? Walter Hallstein, aidé par Michel Godet. Donc, tout ce petit monde produit un cénacle en vase clos qui se reproduit, se reconnaît, se coopte et se choisit. Et à la Cour de justice, c'est exactement pareil. Quand Maurice Lagrange part, je raconte tout ça en bouquin en détail, il est remplacé, il y a divers Français. Vous savez, en général, enfin, c'est pas en général, à la Cour de justice, il y a un juge par État. D'accord? Donc il y aura un Français, un Allemand, un Italien, un Espagnol, etc., etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la biographie des juges français. J'ai regardé qui ils étaient. Je vous donne un exemple. Il y en aurait tellement. Un exemple. Dans les années 60, on crée le principe de primauté. D'accord? Le principe de primauté, c'est, je ne plaisante pas, c'est une arme atomique, c'est l'arme nucléaire. Parce que la primauté, ça signifie que l'Europe dit mon droit, donc les règlements, les directives, les recommandations, la charte, les préconisations, les grandes orientations, tout ça prime petit à petit sur la France. Donc vaut plus que notre constitution, notre loi, nos règlements, etc. Dans tous les domaines. Ça, c'est la primauté. On a beau le dire des fois autrement pour masquer, ça, c'est la réalité des choses. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. D'ailleurs, le juge français le reconnaît lui-même. Vous allez sur le site du Conseil d'État, il dira la primauté selon l'Europe, c'est la primauté de toute l'Europe. D'accord? Et moi, on m'a appris à l'université que la primauté, c'était bien, c'était normal. Si vous voulez qu'un jour, pour que l'Europe fonctionne, il fallait inventer la primauté. Et les juges ont reconnu la primauté parce que ça permettait de donner consistance, si vous voulez, au droit européen. Parce que sinon, il y a conflit d'ordre juridique. Vous voyez, entre d'un côté l'ordre français et de l'autre côté l'ordre européen. Ça, c'est la légende. Puis j'entends parler de ce Robert Lecourt, le Saint Robert Lecourt, patron des juges européens pendant une quinzaine d'années. Je vais vous le dire, sur le fond, c'est peut-être l'homme politique, alors qu'il n'a pas fait de politique formellement, c'est un des hommes les plus puissants d'Europe pendant 15 ans. Parce qu'il rend les jurisprudences les plus fondamentales de l'histoire de l'Union européenne. Aujourd'hui, si les agriculteurs et tous les autres sont en train de regarder le train qui fonce sur eux, c'est à cause de Robert Lecourt. Il faut être clair. Alors, il est aidé, il n'est pas seul. Tiens, j'ai entendu parler de cet homme, pour le coup, le nom ne m'était pas inconnu, mais c'était tout. Puis alors, vous faites le lien, là encore. Et j'ai découvert quoi? C'est très simple. Alors, pour le coup, Lecourt, c'est un résistant. Pas franchement au front, mais c'est un résistant. Pas commencer là-dessus, il n'y a rien à lui enlever. Je n'ai pas que des vichistes et des nazis dans le placard, d'accord? Il y a des gens pas bien qui ne sont pas vichistes et pas nazis. Malheureusement, ça permettrait de faire du tri plus vite. Donc Lecourt, au sortir de la guerre, on est en 1944. Il se développe une passion pour l'Europe. Donc il commence à grenouiller dans les cercles europhiles. D'accord? Il est ministre de multiples fois dans les années 40-50, sous la 4e République, et il rentre dans le gouvernement du général de Gaulle en 1958. Pourquoi? De Gaulle n'a pas la majorité et doit faire avec les centristes. Bon. On n'est quand même pas dans la débandade actuelle. Le gouvernement ressemble à un gouvernement, pas une foire d'empoigne, d'accord? Et à des valses de portefeuille, etc. Bref, Lecourt rentre au gouvernement en 1958. Et en 1958, ça ne se passe pas très bien avec lui, parce qu'évidemment, il est européen devant l'éternel, fan du traité de Rome, fan de l'Europe fédérale, et rédacteur, il fait partie de la petite clique de juristes français qui ont bossé sur le traité de Rome, vous voyez, le traité fondateur. Il rentre dans le gouvernement, un homme va apprendre à le détester, il s'appelle Michel Debré. Premier ministre du général de Gaulle. Debré, Michou la colère comme on l'appelait, Debré peut pas le blairer parce qu'il a parfaitement compris qu'il avait un fédéraliste dans les rangs. Donc, il dit au général, mon général, à un moment, il faudra l'expurger celui-là, parce qu'on ne va pas s'en sortir. Par le jeu de tout un tas de choses que je raconte, Lecourt se fait sortir du gouvernement.
On lui propose 3 postes. Un premier, un deuxième, des magnifiques postes prestigieux, il va gagner plein d'argent, c'est ce qu'il recherche. Il veut un poste hautement rémunérateur si déjà il quitte le gouvernement. Vous voyez, ça n'a pas beaucoup changé. Quand j'entends Moscovici aujourd'hui qui rêve que d'une chose, d'être à la Cour des comptes européenne, ce qui lui permettra d'avoir encore plus que ce qu'il a déjà, sachant qu'il a déjà 30 000 balles, retraite comprise, d'accord? Bon, par mois, pas par an. Forcément, d'accord? Donc déjà, à l'époque, ça fonctionne ainsi. Le cours obtient, finalement, un poste de juge à la Cour de justice. Et pourquoi Debré et De Gaulle le mettent là-bas? Parce qu'ils ne veulent plus en entendre parler. En disant, il va aller à Luxembourg, ça ira très bien, parce qu'à l'époque, les juges européens, il faut être clair, c'est une petite bicoque dont on n'entend quasiment jamais parler, il y a très peu de pouvoir, il y a quelques greffiers, 3 assistants, en gros, tout le monde s'en fout. D'accord? De Gaulle se dit, il arrêtera de m'emmerder, il va aller à Luxembourg, on n'en parlera plus. Et là, ce que fait le cours, vexé comme il est, c'est qu'en fait, là-bas, il va trouver asile auprès de tous les européistes naissants. Michel Godet, Walter Hallstein et tous les autres. Et ils vont être ravis de l'avoir, parce que lui va mettre la main sur la Cour de justice. Et il va comprendre que rien ne pourra jamais avancer sans l'agenda fédéral, enfin, le fédéralisme ne pourra jamais avancer s'il n'y a pas le principe de primauté. Donc il va militer en interne, rendre, je raconte ça dans le bouquin, des décisions les unes après les autres, qui traduisent un militantisme dont il parlait, à mots pas tellement feutrés, en petit comité. Et là où ça devient passionnant, je vous assure, quand vous lisez ça, ça m'est... Je me suis demandé, honnêtement, si je lisais ce que j'étais en train de lire. Et je fais le lien, parce que là, vous allez croire que je fais un cours d'histoire, alors que je broche jusqu'à 2026, mais il y aurait tellement à dire. À la fin de sa vie, à la fin de sa carrière à la Cour de justice, Robert Lecourt est célébré. Forcément, il a tellement fait pour le fédéralisme européen, ça mérite bien une médaille, d'accord? Donc, il donne un discours officiel pour la remise d'une médaille, d'une cérémonie, etc., à la fin de sa carrière, pour sa carrière exemplaire au service de la cause européenne. On lui demande ce qu'il en pense, d'accord? De tout ça, de l'Europe naissante, qui a réussi à résister à De Gaulle, aux années 60, qui avance, qui est fédérale, qui est merveilleuse, vous voyez tout ça. Et ce juge qui a dit toute sa vie, j'ai pas d'agenda, je fais pas de politique, je suis un juge, d'accord? Je suis neutre, je suis objectif, c'est l'état de droit, d'accord? Tout ça, c'est neutre. Il dit froidement, c'est une révolution qui va modifier les consciences, parce que vu qu'il n'y a pas de sang versé, personne ne s'en rend compte. Il y a une révolution qui va modifier les consciences. C'est-à-dire que le projet européen est un projet révolutionnaire, pensé comme tel, à la fois par les politiques et par les gens derrière qui vont créer les armes, qui vont affûter les outils. Et pour conclure, quand j'ai fini avec le cours, parce que je fais toute une généalogie, ce qui est fascinant, c'est la permanence du projet. C'est qu'en fait, ces réseaux-là, c'est interpénétrants, ils sont remplacés par des gens qui ne font que poursuivre le même système, la même grammaire et le même lexique. Ça fait qu'aujourd'hui, en fait, le mot révolution a disparu. Emmanuel Macron ne parle pas de révolution, sauf, quelqu'un s'en rappelle peut-être, dans son livre publié juste avant la présidentielle de 2017, Révolution. Ce qui veut dire que l'homme qui a préfacé le Jean Monnet rêvant de révolutionner l'Europe à coups de droit, de tout ça, tout ce que je raconte dans le bouquin, c'est l'homme qui rentre en campagne avec un bouquin s'appelant Révolution, littéralement, juste après, avant qu'il devienne le préfacier des mémoires de Jean Monnet. Et là où c'est fascinant, c'est que je ne dis pas ça pour ce livre-là spécifiquement, je dis ça pour j'espère pour le mouvement qui maintenant démarre, parce qu'en fait on est au début des luttes, ou de la lutte des luttes, on dirait que je parle de lutte intersectionnelle, etc. Enfin, pour le début de la lutte qui démarre, parce qu'à mon avis c'est le début je pense que le grand conflit fait que commencer. Récemment quelqu'un disait que l'élection de 2027 sera la grande élection sur l'Europe, sur le Frexit potentiel, tout ça. Moi, je n'y crois pas du tout. Je pense que c'est 2032. Je pense que là, avec la guerre, etc., je ne pense pas que 2027 sera une grande année d'élection. On verra. Je n'ai pas de boule de cristal. Bon, on verra bien. Pourquoi je dis ça? C'est parce que je me suis aperçu que la réalité de l'Europe, évidemment, la légende est un petit peu boursouflée désormais, mais elle tient encore un peu. Mais la réalité de l'Europe, elle ne passe pas. Il faut dépasser le canal des règles et des normes. Il faut arrêter de penser comme ça. En fait, il faut arrêter de penser comme un juriste. Le droit a flingué le monde. C'est qu'en fait, depuis les années 50 jusqu'à aujourd'hui, Bruxelles, Luxembourg et l'Europe en général, c'est la création d'un consortium. Vous avez globalement quoi? Des banques, des lobbies, des cabinets de conseil, d'accord?
des experts, de la technocratie. Tous ces gens parlent globalement deux langues, l'économie et le droit. L'économie, on sait ce que c'est, d'accord ? On voit le résultat aujourd'hui. On sent une richesse dans l'air. C'est fou, la France n'a jamais été aussi prospère. Et de deux, le droit, parce que qui maîtrise le droit, je le disais tout à l'heure, maîtrise l'ensemble. Par l'opacité, le verrou, la difficulté de comprendre, etc. J'espère simplement que ce bouquin-là, et que d'autres se lèveront pour montrer que si on débusque derrière l'Europe les hommes qui tiennent l'Europe, moi je suis certain que cette baudruche finira par tomber d'elle-même, ou par mourir d'elle-même. Je ne crois pas du tout qu'elle pourra tenir longtemps si on dépasse la légende. Le problème, et j'en ai bien conscience, c'est même le scepticisme qui m'anime parfois. J'essaye d'être positif. Je crois que je le suis souvent, même s'il paraît que je suis devenu un peu tragique avec le temps. Il paraît. Mais je pense quand même que je disais le scepticisme qui m'anime, c'est qu'en même temps que ces choses-là commencent à sortir, chaque jour qui passe, les enfants vont à l'école. Les enfants regardent Instagram, ouvrent leur appli et sont truffés de ces petites légendes sur l'Europe qui se poursuivent encore. C'est-à-dire manuel d'éducation civique, programme Erasmus, je ne sais pas, brochure officielle, guide touristique, matraquage à l'école, cours d'histoire, cours de géographie, etc. C'est une entreprise de propagande, l'Europe. Je pense que Netflix, sincèrement, je crois que les GAFAM n'ont pas la puissance de frappe de l'Union européenne, parce qu'ils n'ont pas l'onction morale. Ils n'ont pas l'onction morale. Tout le monde regarde Netflix, c'est pas mon cas, mais enfin, globalement, Netflix a vaincu les consciences, mais Netflix ne prétend pas faire le bien tous les jours. Elle vend du contenu. C'est tout ce qu'elle fait. Netflix vous dit, vous avez le temps le dimanche, je vous abreuve le cerveau. Faites-vous plaisir. Et si vous avez un peu de jugeote, ne le faites pas trop. Mais je sais que c'est compliqué. C'est une résistance personnelle, d'accord ? Je sais que c'est compliqué. L'Europe a pour elle d'avancer avec une onction morale qui a 75 ans d'accélération. 75 ans. Et quand je vois aujourd'hui, dans un bon dîner, dans un dîner mondain, se dire eurosceptique, europhobe ou ce que vous voulez, vous vaut environ la mort sociale. D'accord, ça dure encore. Je la vis tous les jours, hein, à mon maigre niveau. J'ai eu l'occasion de le constater. Il y a des invitations qui ne tomberont jamais à cause de la question européenne. Tout le reste, pas de problème. Mais l'Europe est devenue le duel à mort à venir. Mais en même temps, je finirai là-dessus, il ne faut jamais se laisser intoxiquer par la règle, jamais. Parce que derrière les normes, il y a des hommes, derrière les hommes, il y a des réseaux, derrière les réseaux, il y a des intérêts. Le droit n'est que la résultante d'un produit et de réseaux qui a permis à l'Europe de se créer de cette façon-là. Si vous le voyez ainsi, d'une part, vous faites tomber un peu le bel édifice qu'on nous vend, et d'autre part, vous ramenez les choses à des choses que tout le monde peut comprendre, un enfant, un ado, un adulte, un passionné, etc. Ça permet de mettre de la chair et de la réalité dans un monde de normes qui, sinon, par le seul fait de l'ennui et de la complexité, empêche qui que ce soit de s'y intéresser. Je vous remercie.